De la gestion du dossier calédonien depuis plusieurs années, le président ne laisse pas suffisamment le temps au temps. Voilà. Sur ce territoire très particulier, il a toujours été dit qu'il fallait laisser le temps du dialogue, laisser le temps que les choses infusent un petit peu. Et avant d'arriver sur place, Emmanuel Macron avait été accusé de mener les choses un peu tambour battant en imposant un projet de loi constitutionnelle pour dégeler le corps électoral avec la méthode un peu, je cite plusieurs spécialistes du dossier qui disaient la méthode du flingue sur la tempe. Vous le pensez toujours qu'Emmanuel Macron a mis à terre 36 années de dialogue et de progrès, qu'il a torpillé l'entêtement par un entêtement imbécile, irresponsable et criminel ces accords et que c'est un président de la République mal entouré et mal conseillé? Ce sont des déclarations que j'ai faites au mois de septembre. Ce sont des déclarations que vous avez faites avant d'être ministre. Absolument. Donc je vois que vous cherchez la crise dans les ménages. Il paraît qu'entre Emmanuel Macron et vous, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Nous n'avons pas d'autre choix, celui d'être sur la même longueur d'onde. Emmanuel Macron l'a donc annoncé. Il demande aux différents protagonistes de venir, il les invite à venir à Paris reprendre le dialogue. Ça veut donc dire que le dialogue que vous aviez fait avec eux là-bas a échoué. Il a en partie échoué, mais le dialogue est toujours là. Alors nous, on claque jamais la porte. Vous savez, on est des gens responsables. Mais par contre, comme on l'a fait sur le projet de Manuel Valls, on est capable de dire non. Vous appelez-vous la souveraineté avec la France. Bien sûr. Sauf que semble-t-il, les images postées sur Twitter par Nicolas Metzdorf qui dit carrément, comme si vous n'existiez pas, j'ai demandé au chef de l'État de prendre la main sur ce dossier calédonien. Et c'est accompagné, ce message, d'une photo qui le montre, lui, à l'Élysée la semaine dernière, une main posée sur l'épaule du président de la République, et juste après, l'Élysée a effectivement annoncé que le président de la République inviterait les différents membres de la discussion à l'Élysée. Vous vous êtes pas dit, je suis en train de me faire complètement avoir? Je pense qu'il y a un problème de cohérence dans le discours politique de la gauche, et notamment chez Manuel Valls. Dans sa carrière politique, la Nouvelle-Calédonie tient une place à part. En 1988, Manuel Valls vient tout juste d'être nommé conseiller de Michel Rocard. Il est aux premières loges quand les accords de Matignon sont signés entre loyalistes et indépendantistes. L'idée, chez Rocard notamment, c'était qu'il fallait réussir et ce processus de décolonisation, éviter la guerre civile, mettre tout le monde autour de la table pour dépasser la confrontation. Et vous savez, je suis inquiet parce que j'entends des discours, notamment à la droite de l'échiquier politique, qui me rappellent les vieux discours de Bernard Pons. Alors ça, c'est la préhistoire, ou de Charles Pasqua. Charles Pasqua, dans les années 80, avait dit la défense de Bastia commence à Nouméa. Tous ces discours des années 80 se sont terminés avec le drame d'Ouvéa. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le risque d'un embrasement est toujours là. Le président de la République a parlé d'un projet nouveau qu'il mettrait sur la table, donc par définition qui est différent de celui de Manuel Valls. Oui. On préfère un bon accord à un mauvais accord, on préfère un bon accord à pas d'accord, mais on préfère pas d'accord à un mauvais accord. Attention, s'il n'y a pas d'accord, si les mots qu'on prononce sont des mots incendiaires, alors à ce moment-là, on peut aller au drame. Et ma responsabilité, c'est d'éviter le drame. Là, c'est clairement la France insoumise, fait partie des incendiaires du dossier calédonien. Oui. Le Rassemblement national, Marine Le Pen est venue sur place il y a peu de temps, n'a pas toujours été très bien accueilli non plus. Le sage au sein de cette équipe qui regarde l'agitation d'un Gérald Darmanin et qui lui dit, prends du recul. Non, c'est pas une question de sagesse, c'est une question en effet d'expérience. Et c'est la même chose pour les mots qu'on utilise. Moi, j'ai pas de rancune personnelle envers Manuel Valls. Je dis juste que son projet qui a été mis sur la table ne correspond pas à la volonté du peuple. Aujourd'hui, on a l'impression que, par exemple, Djibaou, le fils, donc qui est le chef de file de la majorité des Kanaks, a un esprit positif et un esprit de coopération. C'est pas du tout un irresponsable ni un violent. En revanche, quand on écoute des députés théoriquement de l'actuelle majorité qui représentent les Caldoches, les Français d'origine métropolitaine, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils se comportent plutôt comme un incendiaire que comme un pompier. Et ça date pas d'il y a 6 mois, ça date encore des derniers jours. Il y a eu ces émeutes, c'est un bilan terrible, 13 morts, des milliards de dégâts. Au fond, la menace que ça se reproduise aussi. Je peux pas entendre cet argument parce que je dois pas faire les choses en fonction de est-ce qu'on a peur qu'il y ait des violences ou pas. Alors cette question du corps électoral est finalement rejaillie à travers les propos qu'avait tenus le ministre Manuel Valls en votre présence et duquel vous vous étiez opposé quand il avait parlé de peuple premier
en Nouvelle-Calédonie à propos de la population mélanésienne, Kanak. Et ça vous avait profondément agacé. Il y a un peuple premier que les Kanaks qui nous respectent pas. Dire ça, c'est vrai. c'est un révisionnisme de ta part. Moi, on ne me traite pas de peuple second. Manuel Valls, qui je vous le rappelle est ministre des Outre-mer, est en visite en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Sa mission, calmer les tensions après la crise de mai 2024 et faire aboutir un accord politique entre indépendantistes et non-indépendantistes. Pendant une cérémonie au Sénat coutumier, il a utilisé le terme « peuple premier » pour désigner les Kanaks. Et là, le député Nicolas Metzdorf lui est tombé dessus, jugeant cette appellation insultante, parce que si les Kanaks sont un peuple premier, ça veut dire que les Caldoches sont un peuple second. Parce que si un peuple premier, ça veut dire qu'il y a des seconds. Moi, j'irais tout simplement rappeler au ministre qu'il nous insultait, nous, les non-Kanaks, quand il disait qu'il y avait un peuple premier et des autres. Oui, vous avez bien entendu. Ils estiment que dire peuple premier, c'est une façon de faire une hiérarchie raciale, ce qui est contraire à l'universalisme français, la République indivisible, tout ça. Mais Nicolas, peuple premier, ça veut pas dire qu'ils ont gagné à FIFA, en fait. Ça signifie peuple autochtone. C'est-à-dire qu'ils étaient là bien avant toi. Parce que t'es pas dans la Creuse, en fait. Tu es sur une terre colonisée par la France il y a plus de 170 ans et dont la souveraineté est loin de faire l'unanimité. Moi, je pose la question à Manuel Valls, y a-t-il un peuple premier en métropole? Est-ce que les Français de souche ont plus de droits que des Français arrivés de l'immigration italienne, polonaise, maghrébine, africaine? C'est une première en France. Un collectif d'associations a saisi aujourd'hui la justice pour demander à l'État de faire cesser les contrôles d'identité discriminatoires de la police. Parmi ces associations, Amnesty International et Human Rights Watch. Quel est le constat aujourd'hui en France au sujet de ces discriminations au faciès? Y a-t-il des Français plus importants que d'autres? C'est-à-dire un déni de cette réalité? Il y a un déni, je vous l'ai dit, il y a une incapacité à mettre en place une réforme. Et donc, vous le comprenez? En qualité de citoyen, non. Pas du tout, parce que la discrimination raciale, je ne vais pas développer, c'est quelque chose d'inacceptable. D'inacceptable dans toute société, et en France, la République l'interdit, les textes internationaux l'interdisent. Donc ça n'est pas acceptable. Et donc l'attitude de l'État n'est pas responsable, n'est pas démocratique, ne respecte pas l'État de droit. Y a-t-il des Français plus importants que d'autres? Aujourd'hui, les descendants de Kanaks représentent 90% des gens qui peuplent les prisons. Qu'aujourd'hui, vous avez évidemment une extrême pauvreté, que ce sont eux qui sont les moins diplômés, qui accèdent le moins à l'enseignement supérieur. Donc ça génère évidemment du ressentiment, des tensions. Notre responsabilité en tant que leader politique, c'est pas d'accuser les uns ou les autres de racisme, c'est d'appeler au calme et de ne pas attiser les braises. Des centaines de SDF à Nouméa, des gens qui ne sont pas logés, des décisions qui ont été prises par la province sud qui ont aggravé la situation des Kanaks notamment. Au même titre que l'huile et l'eau ne se mélangent pas, je constate à regret que le monde kanak et le monde occidental ont, malgré plus de 170 ans de vie commune, des antagonismes encore indépassables, qui terrorisent les Calédoniens et détruisent le pays. Par le mérite, le travail paiera mieux demain qu'aujourd'hui, où il ne rémunère pas assez, écrasé par d'immenses charges sociales qui profitent aux oisifs. Dans ce sens d'ailleurs que je présenterai demain des mesures visant à réviser nos aides sociales pour enfin en responsabiliser les bénéficiaires. Parce que nous, notre objectif, c'est de réussir à faire de la Nouvelle-Calédonie une société multiculturelle, métisse, où tout le monde finalement soit égal, quelle que soit sa couleur de peau. Ça me semble pour le moins contradictoire, si ce n'est hypocrite. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il faut être cohérent sur ses positions. Aujourd'hui, quand on regarde la Nouvelle-Calédonie, on se dit, voilà le prototype d'une société coloniale. Alors, c'est à coup sûr un des territoires les plus inégalitaires de la République française. Scolarisation criante, de l'existence de poches de grande pauvreté, et à côté de ça, des disparités sociales très spectaculaires, parce qu'il y a une surrémunération des fonctionnaires qui sont pour la plupart d'origine métropolitaine. Il y a une ségrégation socio-spatiale, on l'a vu ces derniers jours, qui est très forte, évidemment, entre le nord kanak et le sud avec des populations d'origine européenne. Tout cela, en fait, est le produit d'une histoire coloniale. Ce n'est pas une histoire coloniale comme une autre, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ça, c'est un cas unique dans la colonisation française. On a décidé, les colonisateurs français ont cantonné les Kanaks dans des réserves et se sont ont exproprié les Kanaks de 9/10 de leur territoire. Il faut savoir se mettre à la place de l'autre, il faut savoir avoir une forme d'empathie, et c'est cette empathie qui permet le dialogue. Donc là, en fait, il faudrait évidemment comprendre pourquoi l'autre décide de parler d'ordre républicain ou d'ordre colonial. Moi, ce qui me frappe dans en fait, le débat public depuis le 15 mai, depuis le déclenchement des émeutes, c'est au fond une sorte de déni généralisé de l'histoire.